On raconte que certaines journées semblent ordinaires, jusqu'à ce que l'on comprenne, trop tard, qu'elles ne l'étaient pas. Je me souviens parfaitement de celle-ci. C'était au printemps 1865, dans la région paisible du Berry. Le domaine de Valençay s'éveillait doucement sous la lumière du soleil du mois de mars. Ses tours de pierre blanche dominaient les jardins à la française. Les fontaines murmuraient depuis des siècles, et ses allées semblaient tracer le cours du temps lui-même. Tout semblait paisible, les domestiques s'affairaient déjà, les grilles étaient ouvertes et les allées prêtes à accueillir visiteurs et invités. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre, car une ombre planait au-dessus du château. Le comte de Valençay revenait d'un long voyage. On le vit arriver au loin, cap noir flottant derrière lui, silhouette familière que les nobles reconnurent de loin. Son regard pourtant n'était pas celui d'un homme rentrant chez lui, mais d'un homme revenant d'une guerre qui ne faisait que commencer. Il mit pied à terre, dans la cour d'honneur, se fit retirer sa cape et ses effets, et franchit le seuil de sa demeure comme on rentre en territoire conquis. Dans son cabinet de travail, où les livres anciens côtoyaient les armes de famille, une enveloppe l'attendait sur le bureau d'acajou. Le sceau de cire noire était intact. Il l'ouvrit lentement. Les mots étaient écrits d'une main ferme. « Monsieur le comte, votre absence a été longue. Pendant que vous parcouriez les routes d'Europe, quelqu'un a cru pouvoir prendre ce qui vous appartenait. Votre honneur, votre nom, et peut-être plus encore. » Pas de signature, seulement un cachet représentant un aigle. Le comte resta un long moment immobile, le regard fixé sur la lettre. Puis, il replia le papier avec soin et le glissa dans sa redingote. On disait que rien ne troublait jamais la quiétude de ces murs, mais les murmures voyagent plus vite que le vent. Dans les jardins, à l'ombre des arbres soigneusement taillés, les dames se promenaient en crinoline. Elles parlaient de tout et de rien, échangeaient des confidences à demi-mot, riaient parfois. Le monde leur appartenait encore, fait de conventions et de toilettes raffinées dignes de leur rang. Avez-vous remarqué l'agitation ce matin ? Sans doute une visite imprévue, rien de plus. Dans les salons du rez-de-chaussée, les conversations allaient bon train. Les dames de la maison, robes de soie et crinolines imposantes, se rassemblaient par petits groupes, éventail en mouvement, voix basse, regards complices. On parlait de l'arrivée du maître. On murmurait aussi sur l'étrange tension qui régnait depuis quelques jours.
Je crois qu'il a reçu une lettre. On dit qu'un duel se prépare. Pensez-vous qu'il acceptera ? Elle voulait y croire, mais certaines choses ne peuvent être ignorées, car pendant ce temps, ailleurs sur le domaine, d'autres regards se croisaient, beaucoup plus graves, plus lourds de sens. Les soldats étaient arrivés sans bruit, car déjà une nouvelle lettre circulait. Monsieur le comte, les alliances se brisent et les serments aussi. Ce qui était autrefois murmuré sera bientôt crié et révélé au grand jour. Préparez-vous. Dans la grande bibliothèque, plusieurs officiers en uniforme avaient été conviés. Cartes déroulées sur la table, sabres posés à côté des verres de cognac. Ils parlaient à voix basse, mais avec une gravité certaine. Pour un gentilhomme de son rang, certaines affaires ne se réglaient pas devant un tribunal, mais face à face, l'âme contre l'âme. L'honneur n'était pas une affaire de mots, c'était une affaire d'acier. Le lendemain, le soleil était haut sur les jardins. Le comte, sorti seul, vêtu de noir, l'épée au côté, son adversaire l'attendait déjà dans la cour du grand bassin, entouré de quelques témoins silencieux. Deux hommes de bonne naissance, unis par une vieille rancœur. Lorsque tout fut terminé, le silence retomba. Le comte rangea son épée, son adversaire fut emmené, rien ne fut dit publiquement, mais chacun comprit que l'affaire était close. Les fontaines continuaient de couler, indifférentes aux querelles des hommes. Les jardins retrouvèrent leur calme habituel, comme si rien n'avait troublé leur ordonnancement parfait. Le soir venu, le château s'éclaira de mille feux. On avait décidé de donner un bal, comme pour effacer les traces de la journée. Les invités arrivèrent en calèche, les dames dans leurs plus belles toilettes, les messieurs en habits de soirée ou en uniforme. Les lustres de l'orangerie brillaient de tous leurs cristaux. Les musiciens accordaient leurs instruments et toute la nuit la musique emplit les salles et les galeries. Les couples tournoyaient sur le parquet ciré, les robes de crinoline se gonflaient au rythme des valses et des polkas. On dansait, on riait, on oubliait un instant les tensions du monde extérieur.
Dans la grande salle, les chandelles éclairaient les visages apaisés, les étoffes dansaient, les regards se croisaient, et la musique effaçait les échos de la bataille. Mais, sous les gants de soie et les révérences, la guerre n'était pas terminée. Elle ne faisait que de changer de visage.